Jean Boucaud, Johnny Rass, chanteur d'oiseaux. Jean Boucaud et Johnny Rass sont des virtuoses du chant d'oiseaux. Ils maîtrisent le chant de centaines d'espèces. En un mot, ils parlent oiseaux. On l'a entendu tout à l'heure, c'est d'accord. De leur passion commune d'enfance, ils ont fait un métier unique. Un métier qu'ils ont eux-mêmes inventé. Ils sont chanteurs d'oiseaux. Brouillard time prévu. On a rajouté des strophes, on a rajouté 2 notes à la fin. Mais comment devient-on chanteur d'oiseaux? C'est en baie de Somme que tout a commencé. Direction la pointe sud de la baie où Jean doit rencontrer Johnny. Donc là, direction la mer, hein. On va au Rourdel. On va aller à la porte de la baie de Somme, hein, la porte sud de la baie de Somme. Donc c'est là par le Rourdel que rentre la mer à marée haute et aussi par là que repart l'eau à marée basse. On commence à voir la baie qui se dessine, tu vois. Alors ce qui est vraiment génial, c'est qu'en fait, t'as le vent qui sculpte les quelques arbres qui arrivent à pousser dans ce milieu vraiment très hostile. Hein. T'as les embruns marins, t'as du vent en permanence. Et tu vois, les arbres, ils sont complètement penchés à l'inverse du vent. Il y a un profil baie de Somme, on va dire. La baie de Somme, certains l'appellent le paradis des oiseaux. Cet immense site naturel s'étale sur plus de 7000 hectares. C'est une des côtes les moins urbanisées de France. Située sur les grandes routes de migration, elle est un havre pour de nombreuses espèces qui y trouvent abri, gîtes et couverts. On peut en observer plus de 350. Tu comprends pourquoi il y a des peintres qui se posent ici. Non. Enfin, une lumière piquante, tu sais. Ouais. On dirait qu'on a mis spécialement un projo sur le grand-toit, tu sais. Ouais. Pour Jean et Johnny, c'était leur terrain de jeu enfant. Ici, c'est la porte de la baie de Somme. Donc les flots là, vont arriver. À 22 h, la marée va pénétrer dans la baie justement par ce courant qu'on est en train d'observer. Donc là, on essaie justement de voir les oiseaux qui vont rentrer au coucher de soleil, au début de la marée montante. Donc c'est ça en fait qui est vraiment formidable ici, c'est qu'en fait on est sur un carrefour, un véritable carrefour où il se passe toujours quelque chose. C'est le seul endroit au monde que je connaisse où tu ne peux pas regarder un coin du ciel sans voir un oiseau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'être ici parce que c'est une réserve aussi de nourriture pour tous les limicoles. En fait, on retrouve que nos limicoles sur cet estuaire. Donc il y a les coques, il y a les coquillages, les crustacés. Tout ça, c'est une espèce particulière qui en est très friande et une espèce qui a des longs becs, des longues pattes, qu'on appelle les limicoles. Donc on retrouve les courlis cendrés, les étriépis, les chevaliers, gambettes, les chevaliers aboyeurs. Toutes ces espèces-là, on les retrouve ici. Et en fait, la particularité de ces espèces, c'est qu'ils ont un chant très 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 puissant parce qu'ils sont sur une plaine immense où il n'y a pas d'arbres et où il faut se faire entendre à tout prix. Ouais. C'est comme si on avait mis plein de barytons ou basses dans un endroit, dans un espace, et on leur a dit crier le plus fort possible pour qu'on puisse vous entendre en fait. Et donc on retrouve notre technique qui est très sonore pour faire l'utriépi. Voilà, pour faire les limicoles. Donc l'utriépi. Voilà. Après je vais citer le chevalier aboyeur. Même technique encore. Le courlis cendré. Même technique. Donc c'est vraiment un son puissant pour qu'on puisse les entendre le plus loin possible. Donc là tout à l'heure on a entendu un courlis avec le vent, je pense qu'il est à peu près à 2 km. On l'entend comme s'il était... et là on l'a cherché avec les jumelles, on l'a jamais trouvé. Et on espère le voir, quelquefois bon on le voit pas, mais on entend toujours le son. Donc il est toujours présent, il est toujours là et quelque part il nous rassure aussi. Parce qu'on l'a entendu depuis tout petit et nous ça a quelque chose de rassurant, ça nous calme en fait. C'est vrai que c'est
C'est notre patrimoine sonore d'enfance. Regardez la petite bande de variables là. C'est quand même trop mignon, non? Là, face au vent, des petits variables. Vous imaginez qu'ils sont nés au niveau de la toundra arctique. Ils sont nés à 5000 km d'ici. Ils sont uniquement en migration vers l'Afrique. Et là, ils sont à nous pour quelques secondes. On les a attrapés. C'est quand même magique. Hein. Oui, ils viennent de là-haut. Hein. Ils peuvent être nés aussi en Islande. Peut-être qu'il y en a 5 Islandais, peut-être 3 Lapons. Ah oui, c'est vrai. Enfin, Lapons, en fait, ils n'ont pas de patrie. C'est juste qu'ils sont du monde. Ça nage quand même très très bien. T'as vu comment ils traversent le petit courant là? Il y en a 2 qui dorment déjà. Les 2 les plus à droite ils dorment, tu vois? Ils profitent quand même pour dormir. Hein. Je me demande quand même s'ils sont pas arrivés assez récemment parce qu'ils sont quand même fatigués. Tu as vu les cris de contact? Ouais, il y a des trucs dans le groupe, ça s'anime. Là ils disent bon on fait quoi, on y va? Deux fois par an, au printemps et à l'automne, les ciels du littoral picard accueillent les incroyables ballets des grands migrateurs. Qu'ils descendent de l'Europe du Nord à la recherche de climats plus cléments ou qu'ils remontent du Grand Sud où ils ont hiverné, la baie de Somme est toujours leur point de rendez-vous. À quelques kilomètres au sud de la baie, le village d'Arrêt. Aujourd'hui, Jean et Johnny y font une intervention à l'école du village. C'est une séance pédagogique à destination des enfants. Elle s'intitule « L'école de l'oiseau ». Elle revêt un relief particulier. Jean et Johnny sont nés à Arrêt. Ils y ont passé toute leur enfance. Et c'est sur les bancs de cette école qu'est née leur amitié. C'était aussi leur école de l'oiseau. D'abord, écoutez. Donnez aux enfants les clés pour écouter la vie sauvage, leur faire redécouvrir leur environnement sonore, celui que les activités du quotidien empêchent d'entendre, tels sont ses objectifs. Direction l'arboretum de l'école. Vous remarquez, les chants d'oiseaux sont beaucoup plus beaux quand on les fait dans les arbres. Oh là! Là-dessus, au-dessus là. Là, juste là, juste là. Tout le monde l'a vu ou pas? C'est la mésange bleue. Vous la voyez? Là, il est là-bas. C'est la plus jolie des mésanges. Il est là-bas, il est là-bas. Il est sous la branche là. Il est là-bas. Au-dessus là. Il est là-bas. Alors normalement quand il y en a une, il y en a 2. Ou 3, ou 4. Je l'avais vu là-bas. Je crois que j'en ai vu. Allez, on voit 2. Faut continuer. À appeler. Elle est juste là, vous la voyez tous là? Et donc là, elle va d'arbre en arbre vers le sud. Son but là, c'est d'arriver en Espagne dans 1 mois et demi. Et elle va manger tous les petits insectes qui sont sous les feuilles. Alors vous avez vu, on n'a pas fait de bruit, on s'est caché, on était à l'intérieur des arbres. Et tout de suite, Elle est les arrivée. oiseaux sont venus nous voir. Regardez, la mésange bleue, c'est elle. Elle est trop belle. Tout le monde la voit? Elle est plus petite. Elle a un tout petit bandeau noir de Zorro, Elle est petite comme ça. une tête blanche, et le reste c'est bleu et jaune. On entend au loin le pinson des arbres. Le pinson des arbres, vous l'entendez tout le Oui, temps. il y a Il fait maison. toujours une ritournelle. Vous l'entendez ça? Au printemps. Vous avez jamais entendu ça? Si. Si, tout le temps, au printemps, on entend souvent. Alors tout souvent. ça, ce sont vos oiseaux. C'est nos oiseaux européens qui vivent dans votre commune à Arrêt. C'est nos oiseaux, c'est notre patrimoine sonore. Ça nous appartient un petit peu. Et en fait, quand une espèce disparaît, c'est un son qui disparaît, donc c'est un peu notre patrimoine à nous qui disparaît.
Donc c'est pour ça qu'il faut le protéger. Donc c'est bien d'avoir fait un petit jardin comme ça, des petites haies qui protègent ces oiseaux-là quand ils partent en migration et qui reviendront nicher ici. Vous savez pourquoi chantent les oiseaux? Pourquoi ça chante un oiseau? Pour attirer les femelles en production. Ah, là c'est le côté... Celui-là, c'est le charmeur. C'est le charmeur. Donc d'accord. C'est l'inverse. Donc en fait, les garçons, ils sont en compétition pour trouver une femelle, les mâles d'oiseaux. Donc en fait, la femelle va avoir le choix et elle choisira celui qui chante le mieux. Autre, pourquoi est-ce qu'un oiseau siffle ou chante? Pour faire peur? Pour faire peur? Pas mal. Ça me regarde. Effectivement, quand il y a, ou le, t'as déjà vu peut-être vu un cygne ou une oie, quand elle est attaquée, elle fait comme un serpent. Pour se défendre. Pour se défendre. Alors qu'est-ce qu'il y a encore comme autre possibilité? Pourquoi un oiseau On l'a dit siffle ou tout à chante? l'heure d'ailleurs avec le rouge-gorge. C'est une troisième possibilité ça. Pour marquer le territoire. Très bien. Il y en a là-bas. Il y en a un autre là-bas. Oui, là-bas. Un Vous pigeon? le voyez? À la branche. Ah non, la Ah branche. ouais! C'est quoi? C'est la petite pinsonne. Ouais, il est là-bas. C'est la petite femelle. Vous voyez elle a une petite bande blanche sur les ailes. Tout le monde la voit? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle est venue vers nous? Tout à l'heure, on l'a fait, nous. Donc elle est venue ici. On appelle ça un cri de contact. C'est pour dire je suis là. C'est parce que vous voyez tout le temps. Dans la cour de récréation, vous voyez. Mais quand votre petit frère, votre petite soeur est dans la chambre là-haut, on lui dit t'es là? T'es là? Eux, dans les arbres, tous les 30 secondes, Toutes les feuilles, avec les toutes feuilles, les ils se voient 30 pas. secondes, Donc tous les 30 se secondes, ils disent, se disent je suis là, t'es où? je suis là, Je t'es suis où, là. t'es où, je T'es suis où? là. Je suis là. Et c'est pour ça qu'ils font des cris de contact. Contact. Alors pourquoi un oiseau siffle? Encore une autre raison. Par exemple, vous êtes en train de faire une bêtise au fond de la classe, la maîtresse arrive. Oh, monsieur Boulenois arrive. Votre meilleur copain, il vous dit quoi? Et tu dis quoi? Il arrive. Chut, arrête. Chut. Eh ben, les oiseaux, ils font la même chose. Les Avec oiseaux, un peu moins de bruit d'ailleurs. ils ont une grande crainte, c'est d'être attaqués par qui? Un renard. Par Monsieur Par Boulenois. les renards? Non. Vous inquiétez pas, ils n'ont pas peur de monsieur Boulenois. Ils ont peur de... C'est quoi ça? Oui. L'aigle, j'ai entendu l'aigle. L'aigle, le faucon, La la buse, buse. l'épervier, Tout ça, ce sont des les renards aussi par le sol. rapaces. Ce sont des rapaces. Et donc, dès qu'il y en a un, parmi tous les groupes d'oiseaux, dès qu'ils voient arriver un rapace, J'arrive, ils font quoi? on bouge plus. Et là, le premier qu'il voit, il fait... Vous l'entendez ou Vous pas? entendez ça ou pas? C'est un chant super aigu, Il arrive. presque inaudible. C'est presque inaudible, hein. On n'entend presque pas. C'est des ultrasons. Faites-le, faites-le. C'est ça. Voilà. Et bien, comme vous entendez ça dans votre jardin, vous pouvez regarder en l'air, vous êtes sûr qu'il y a un faucon ou un épervier qui rôde. Ou par terre pour un chat. Oui, parce que aussi les oiseaux ont peur des chats. Et en fait, ils sont tous solidaires. Ça paraît incroyable. Chaque espèce a son chant. Mais par contre, s'il y a un rapace, ils sont tous solidaires. Et ils ont le même chant. À ce moment-là, ils ont le même chant. Et ils se disent SOS, chacun leur tour. SOS, SOS, SOS. Il y en a un qui dit attention, l'autre il dit attention, l'autre qui dit attention. Et là, on est tous figés. Donc nous, on a découvert qu'on était capable d'imiter les oiseaux tout petits. Vous savez, vous imitez les oiseaux? Moi, je sais faire le hibou. Tu Non. sais faire le hibou? Tu sais faire les hiboux? Alors c'est pas mal. Ah, et comme ça, cette Comme ça, vous technique-là voulez faire ça? Ça marche, sur les tourterelles. Non, par contre, il faut toujours écouter les oiseaux. Pour avoir en mémoire le chant. Et la tourterelle, c'est pas ça, c'est Pas ça. tout, tout, tout. C'est... Ou avec cette technique, ça marche tout autant. Alors vous choisissez. Ouais, c'est pas mal. C'est Hein. pas mal. C'est un pas peu mal. aigu, c'est un peu aigu. Faudrait descendre un peu. Bon, alors maintenant que vous êtes des super imitateurs de chants d'oiseaux, on va essayer d'en appeler d'autres. On On y va? avance? Allez. On va un peu à la lumière. Alors, dans les oiseaux, tout à l'heure je vous parlais de l'homme et l'oiseau, on parlait de l'homme et du pigeon, mais il y a un oiseau qui est indispensable à l'homme. On ne peut pas vivre sans. Si on fait ça, on l'entend un peu. Ils sont 30 milliards sur Terre, ces oiseaux.
Je vous présente le descendant du coq banquiva de Java. Voilà à quoi ça ressemble une poule sauvage. Ça, c'est la poule sauvage, telle qu'elle vivait en Indonésie. Il y a 10 000 ans, on pense, on a commencé à la domestiquer, à en trouver une qui était capable de pondre plus de 6 œufs, de pondre en fait d'une manière illimitée. On a commencé à les domestiquer et on a fait ce poulet que vous connaissez. On a du mal à imaginer, mais toute l'humanité s'est développée autour d'un oiseau. Il n'y a quasiment pas un repas où vous ne mangez pas un produit qui descend d'une poule. C'est quoi le chant du mâle chez les poulets? Voilà, donc c'est comme le merle tout à l'heure, chez la poule, c'est... Bon, c'est le matin, mais ce soir on sera bon. On n'est pas Ensuite, très bon. il y a quoi encore la femelle qui répond au coq, elle fait quoi? Vous reconnaissez? D'accord. T'as des poules, toi? Ouais, moi j'en ai Ah, plein. vous avez des poules? Ouais, moi j'en ai plein alors. Ensuite, il y a une chose incroyable, c'est que les poules, quand elles trouvent un ver, qu'est-ce qu'elles font quand elles trouvent un ver, les poules? Dès qu'elles trouvent quelque chose à manger, elles signalent à tout le monde en disant c'est ici qu'il faut venir, et elles font le... Et voilà. C'est en fait un son ancestral que la mère poule fait à ses poussins. Dès qu'elle trouve à manger, elle fait... Et tout arrive. Vous reconnaissez ça? Vous revenez? Coquillette, viens. Juste avant l'hiver, elle est en train de muer. Voilà, c'était Coquillette, l'oiseau le plus commun sur Terre. Alors vous avez compris une chose, les enfants? En fait, quand vous êtes un petit peu seul, vous êtes en balade, il y a une chose incroyable, c'est de pouvoir siffler ou de pouvoir chanter un oiseau. Alors il faut trouver l'oiseau qui est en vous. En fait, on commence toujours par un premier oiseau. Alors nous, on est né à Arrée. En fait, on a exactement maintenant 30 ans, on a découvert qu'on savait imiter les oiseaux ici, à Arrée même. C'était notre école. Tout cet endroit-là, on le connaît par cœur. En fait, ici, avant, il y avait un parc, il y avait un jardin, il y avait une grande pâture. Et dès qu'il y avait la récré ou le soir, on venait s'amuser à imiter les oiseaux ici. À 7 ans, je rentrais de l'école, et là, je lève les yeux et je vois un groupe de goélands. Vous savez, un V de goélands qui part vers la mer. Et donc là, j'ai poussé le chant. Et là, le V de goéland, le vol, s'est retourné et a tourné au-dessus de moi en chantant. Et donc là, je vois, c'était vraiment extraordinaire. Regardez là-dessus. Ah, là, on voit mieux. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils disent hey, les copains, vous êtes où? Vous avez vu là comme ils cherchent? Et pendant ce temps-là, Johnny faisait la même chose chez lui. À l'opposé, alors rue des Abeilles, en bas, vous voyez, il y a une pâture. Un espace vert avec un petit bois au-dessus. Ouais, vous voyez bien là. J'étais caché dans le bois, j'avais 8 ans, et j'ai entendu, loin, à 1 kilomètre, j'entendais ça. J'étais tout petit, j'étais comme vous. J'avais jamais imité d'oiseau. Et je me suis dit, C'est quoi ça? Vous savez ou pas? Des oies, exactement. Des oies sauvages. Et j'ai fait. Et là, les oies. Elles se sont toutes posées. Il y en avait 150, elles se sont posées devant moi, j'avais 8 ans. Elles étaient là devant moi, dans la pâture, à 15 mètres. J'étais caché derrière une broussaille. Et je suis sorti, comme j'avais 8 ans, et j'ai dit « à l'attaque !» Elles sont toutes envolées, elles sont toutes parties. Mais c'est pas comme Nils, j'avais pas réussi à monter sur les oies. Sur le dos. Sur le dos des oies. Ces deux moments sont fondateurs pour Johnny et Jean. Ils s'aperçoivent très jeunes qu'ils peuvent communiquer avec les oiseaux. J'ai tout de suite compris que j'avais un truc qui était hors du commun, que je n'avais jamais vu avant, c'était pas possible. Et donc j'ai cette image à vie qui est en moi, et cette force d'un seul coup, je suis plus un humain, c'est-à-dire que je suis l'oiseau, je suis dans la clameur des goélands. Je suis plus moi-même, j'ai un pouvoir, c'est-à-dire que je peux parler aux oiseaux. C'est un peu presque mystique, c'est fort. Et donc je rentre avec ce secret chez moi. Je rentre avec ce secret.
La culture de l'oiseau est profondément ancrée dans la Picardie maritime. Jean a rendez-vous aujourd'hui avec un autre passionné d'ornithologie. Son ami Jean-Michel Leca, guide nature comme lui, mais aussi sculpteur animalier et photographe. Jean-Michel fait des blettes. Dans la région, ce que je fais, ça s'appelle tailler des blettes imbeaux, c'est-à-dire sculpter des oiseaux de bois. Les blettes étant donc des leurres qui imitent les oiseaux afin de les attirer à l'origine à portée du fusil du chasseur. Pour attirer les oiseaux, les chasseurs de gibier d'eau ont utilisé depuis longtemps toutes sortes de subterfuges. Il y avait les blettes évidemment, mais aussi l'imitation de leurs cris. Siffler les oiseaux, comme on dit ici en baie, est une qualité profondément enracinée dans la culture populaire régionale. C'est aussi dans ce contexte que Jean et Johnny ont grandi. Mais comme Jean-Michel, ils ont renouvelé le genre. J'ai renoué avec cette tradition locale pour fabriquer moi-même les leurres que j'utilise pour la photo animalière. L'oiseau est l'emblème de la baie de Somme. On le célèbre chaque année au mois d'avril à Abbeville, à l'occasion du Festival de l'oiseau et de la nature. Au programme, projections de films, expositions de photos ou d'art animalier, mais aussi concours de chants d'oiseaux. Au milieu des années 90, Jean et Johnny y remportent leur premier prix. C'est la première vraie reconnaissance de leur talent et de leur travail. Johnny Race. Il s'appelle Jean Boucaud. C'est le goéland, vous vous souvenez? C'est peut-être ici aussi qu'ils ont pris goût au public et à la scène. Je me souviens que c'est toi le premier qui a amené le comportement des oiseaux sur scène. En fait, c'est le premier Jean qui était face au micro et qui avait compris que visuellement, on pouvait être un oiseau. Parce qu'il y avait le son et il faisait l'image. C'est le goéland heureux, ça. C'était pas pensé, c'était pas voulu. C'est parce que juste j'avais besoin d'être l'oiseau dans ma tête pour sortir le son. Mais c'est le début de notre spectacle. Enfin, tout ce qu'on fait, nous, dans le comportement sur scène, dans le corps humain, pour imiter l'oiseau. Parce que c'est pas que... Enfin, quand on voit nos spectacles, il n'y a pas que de l'imitation, que du son. Il y a aussi du corps. Et par cet intermédiaire, t'étais déjà Ça scénique. venait déjà... Ouais, T'étais déjà scénique, il y a un en côté fait. scénique, c'est sûr. J'avais 11 ans, j'ai fait le premier concours avec ce monsieur. Oui. Et j'étais deuxième. Et là, je finis avec vous, je suis en terminale. Ouais. Et je suis premier, merci. J'y suis pour rien, tout ça. Mais bon, La vie suit son cours. Jean devient pharmacien et Johnny ingénieur. Mais leur passion pour les oiseaux est la plus forte. Ils ne tardent pas à abandonner leurs professions respectives pour transformer ce savoir-faire unique en un véritable métier. C'est à Pont-Rémy, sur les bords de la Somme, qu'ils donnent ce soir leur spectacle « La nuit de la chouette ». Une déambulation où ils emmènent le public à la rencontre des rapaces nocturnes et où ils mêlent leur talent de guide nature et de comédien. Venez tous ici, venez. Sur ces bâtiments, on retrouve une espèce de chouette en particulier. Une chouette tout à fait particulière. L'une des chouettes les plus représentées au monde. On la retrouve sur tous les continents, sous différentes sous-espèces. Et elle a ce chant-là. Vous avez déjà entendu ça? Ouais, Ça vous dit quelque chose? Oui, ça fait quelque chose, mais... C'était frais, non? Bien, très bien. C'est le chut. Là, voilà. Alors le chut, Justement, ça fait peur. Ça fait peur. ça fait peur. Alors en fait, ça fait chut pendant 3 mois. Les 3 mots, ça fait chut, chut. En fait, c'est les jeunes qui appellent les parents et qui en fait renforcent les parents pour qu'ils aillent chercher des souris et qu'ils les ramènent. Ils ont faim. Donc c'est la chouette effraie. Alors on l'appelle la dame blanche. Donc il faut regarder, hein, il faut passer du temps. Il faut espérer la voir sortir. Alors en règle générale, les clochers sont grillagés. Je ne sais pas si celui-ci est grillagé à mon coup.
Oui, Ouais, c'est elle. Voilà, ça c'est la chouette, la dame blanche. Alors, il y a des chouettes nordiques qui sont beaucoup plus grandes, mais la chouette effraie, c'est déjà une belle taille. Et quand vous imitez son cri, est-ce qu'elle réagit? c'est excellent. Il y a quelque chose qui C'est une forme de réponse, mais c'était bien calé. Celle-là, on pourra pas la refaire. Hein. Mais... Allez, en route. Suivons le chemin de la pleine lune. Il est vexé. Ce chemin de halage à la limite de la ville et de la forêt est le terrain idéal pour appeler une autre espèce de chouette, la hulotte. Va-t-on la voir? Va-t-on l'entendre? Donc on va essayer de l'appeler. On va essayer de faire le silence. On essaye. Faut pas rire. Hein. C'est pas la nuit du canard. Ça, c'est la femelle. Le premier, c'était le mâle. On se calme, on bouge plus du tout. Elle va arriver là. Juste là. Alors elle se pose, elle est environ à mi-arbre. Hein. Ouais, toujours à mi-arbre. Bon. Elle est là. Elle a dit je suis chez moi, bah, je bouge pas. Faites un peu la femelle aussi. Ah mais j'y arrive plus, j'y arrive plus. C'est un mâle, je vous rappelle. Ah oui, c'est vrai. La femelle. La femelle qui a répondu. Ah c'est ça le Ouais. cri. La nuit tout entière était silencieuse. Hormis l'appel d'une chouette. Un appel, tout de mélancolie, me rappelant ce à quoi j'avais échappé ce jour-là. Au contraire d'autres, j'étais bien vivant, résonnant pour tous ceux qui gisaient sous les étoiles. Verdun, 1916. Vous avez jamais vu des chouettes qui font des clins d'œil? C'est super. Ah, c'est super, ouais. Alors les chouettes qui font les clins d'œil, en fait, c'est qu'elles
elles ont une membrane spéciale anti-attaque de mulots aussi. Tu sais, quand les mulots se rebiffent, donc elles sortent une paupière. Jean et Johnny sont à Paris. Ils viennent répéter leur prochain spectacle avec Jean-François Zigel. La première rencontre entre le pianiste-compositeur et les chanteurs remonte à 8 ans. C'était au Festival des Forêts de Compiègne. Depuis, ils travaillent régulièrement ensemble. Cette rencontre a été un véritable tournant dans l'itinéraire des chanteurs. C'est là que le chant d'oiseau est devenu un vrai matériau musical. Ce qui est formidable, ça a été cette rencontre de deux univers, parce que moi je ne connaissais rien aux oiseaux. Les Jean et Johnny connaissaient la musique, ils ont une oreille très musicienne, mais enfin ils ne connaissaient pas le répertoire. Donc on a travaillé, on a fait des gammes, ils ont appris à faire des canons, à apprendre les formes musicales, et maintenant quand on travaille, par exemple avec certains orchestres, ils travaillent avec la partition d'orchestre. Très vite m'est venue l'idée qu'on pouvait en quelque sorte dénaturaliser le chant d'oiseau, le faire échapper à cette idée de simple imitation de la nature pour en faire un matériau qu'on peut utiliser comme un instrument musical. Il a fallu qu'on invente la forme, les harmonies, les mélodies qui allaient donner ces musiques qui sont des musiques célestes en fait. Parce que ce que ressentent les gens lors d'un concert, quand on fait un concert, je sens bien que c'est particulier. Parce que le matériau de départ, encore une fois, n'est pas un matériau neutre. C'est pas du piano, du violoncelle, c'est du chant d'oiseau. Et avec ça, eh ben on s'envole. Tagada, 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 et quand elle est passée, vous la cherchez d'ailleurs. Et donc l'alliage de l'instrument classique qu'est le piano avec cet instrument recréé qui sont les chants d'oiseaux apprivoisés par les doigts, la bouche, les gosiers virtuoses de Jean et de Johnny sont formidables. Puis après, il y a eu un travail d'oreille entre nous, hein, parce que faire de la musique ensemble, c'est s'écouter. Non, mais un truc à la fin, tu vois. Non, pas. Vas-y. Tu veux, je voulais dire. C'est le rythme. Tac, tac, tu vois, ça va être. Le problème, c'est que c'est toujours continu ce que vous faites. Regardez. Tiens, allez-y. Vas-y. Silence. Voilà, c'est ça, un truc comme ça. Au fond, on a fondé un trio. Mais au lieu d'être un trio basse, batterie, piano, c'est un trio oiseau, piano. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas un deuxième trio comme nous. Dans Birdiphonia, c'est un véritable quatuor que forment les chanteurs avec deux musiciens venus d'horizons très différents. Le percussionniste Joël Grard, passionné par toutes les cultures du monde et qui utilise des instruments de musique inattendus. Et le flûtiste Pierre Hamon, soliste reconnu dans la musique ancienne. Dans ce spectacle né de la rencontre de ces univers singuliers, les chants d'oiseaux résonnent comme un genre musical et théâtral à part entière. Les chanteurs dialoguent et improvisent avec les instrumentistes sur les rites de la nature qui fascinent l'homme. De l'amour à la tragédie.
Et toujours le retour à la baie, avec ses ciels changeants et ses lumières inouïes. La baie, première source d'inspiration. À la pointe nord de la baie, le banc de l'Îlette. Cette réserve naturelle est un site d'observation privilégié pour les ornithologues. Alors que Jean nous y emmène ce matin, le brouillard et la brume se sont invités. Alors ici, c'est le banc de l'Îlette. C'est un banc de sable qui s'avance dans la mer, hein, dans la Manche. Et en fait, ce banc de sable, il est assez intéressant aux grandes marées parce qu'en fait, les 5 ou 6 000 ou 10 000 ou 20 000, 30 000 oiseaux qui sont en baie de Somme, en fonction des époques, vont se retrouver acculés par la mer et vont se retrouver ici. Donc d'un seul coup, tu as le spectacle qui arrive devant toi. Il y a un superbe eider à duvet là, qui vient de se poser au milieu des cormorans. Un beau mâle, il a au moins 3 ans, il est vraiment plumage nuptial parfait. Il décolle. Génial. Il y a des petits passereaux là qui sont les bruyants, lapons et les bruyants des neiges. Tout le petit vol là, ça c'est exceptionnel. Hein. C'est quasiment le coin en France qu'il y en a le plus qui hiverne. C'est un passereau nordique, c'est-à-dire que ça niche au-dessus du cercle polaire. La baie de Somme ressemble à son biotope. Là, il va nicher au printemps et en été. Il aime les espèces dégagées comme ça, un peu de toundra. Et on voit, il redécolle là un petit peu. Et c'est tellement joli quand ça vole. Les mâles ont une aile blanche, on dirait des petits papillons. Ils reviennent. Là, c'est dur de compter, hein. Combien il y en a? Une cinquantaine, sûr. Mais là, on a moins de soleil. D'un seul coup, ça se couvre. Ouais, c'est gris, c'est gris. On voit rien. Oh là là. Brouillard time prévu. Hein. Haute pression, pas de vent, brouillard. L'arrivée des huîtriers pies se fait en pleine brume. Il y a une bande d'huîtriers pies qui passait, mais ça revient. Le soleil est en train de sortir, mais comme il éclaire la brume, on croit qu'elle est plus épaisse. Et en fait, il y a plus de luminosité. 200, 250, 300, 400, 500, 600. J'ai compté approximativement 3500. Et en même temps, ça se découvre. La mer redescend là, donc les oiseaux ils partent avec la mer qui descend. Les goélands ils commencent à repartir vers la mer. Les premiers huîtriers pies sont déjà là-bas, ils sont en train de les rappeler. Alors que le brouillard retombe, un autre son se fait entendre. Un autre balai se met en place, celui des tracteurs des pêcheurs de coqs. Les hommes soudain viennent remplacer les oiseaux, à la recherche du même gisement alimentaire. On est en baie de Somme, le temps est compté, c'est-à-dire que la mer découvre et recouvre la baie. Il faut aller le plus vite possible récupérer la nourriture. Donc pour les hommes, c'est les coqs, pour les huîtriers pies, c'est les coqs et les néréis, et c'est au même endroit. Avec une seule chance pour les huîtriers, c'est qu'ils sont plus rapides. Le temps que les humains partent du crottoir pour arriver sur les gisements, les huîtriers ont déjà fait un peu le travail et eux peuvent aller beaucoup plus loin. C'est le rythme du marin qui va faire ce balai. Il y a toujours un mouvement qui se fait, c'est tout le temps une nouvelle histoire qui se raconte.
ici c'est le nord de la baie de Somme. En fait, c'est l'ancien trait de côte. Et ce qu'on voit devant nous, en fait, c'est le pôle d'air du Marcanterre, hein, une terre qui a été gagnée sur la mer assez récemment, hein, ça a 60 ans. On voit cette pâture entretenue par les chevaux Henson. Ça fait une herbe rase sur laquelle on va retrouver l'hiver toutes les oies, les canards siffleurs qui vont venir brouter. C'est le panorama du nord de la baie. C'est vraiment superbe d'ici, hein, avec le soleil couchant. Et puis voilà, ces vols des tourneaux là qui sont en train de se régaler. Alors ils mangent des larves dans le sol. Et puis après on va aller voir aussi sur les argousiers les baies oranges qu'on voit là dans le fond. Là on se bat contre une masse. Le blanc, on croirait que c'est blanc de dos. Tellement ça brille avec le soleil, c'est magnifique. Hein. Et voilà, ils reviennent. Et t'imagines juste qu'il y a des Russes, des Polonais, des Estoniens. Tous les pays d'Europe du Nord ils sont là devant toi. Il y a un rapace derrière qui peut arriver. Le musard. Ah, il va décaler. Chose de très agréable et très doux. Alors là, c'est un des motifs du chant de la mésange qu'on entend, mésange charbonnière. Hein. Il y a 27 motifs différents qui ont été répertoriés et j'ai l'intime impression qu'il y en a beaucoup plus. Parce qu'en fait, quand on l'imite, on la met dans des états qui fait qu'elle produit des nouveaux sons, elle invente des nouveaux motifs, elle associe des motifs différents. Ce qui fait que, en fait, j'ai l'impression que c'est presque incommensurable le nombre de motifs qu'elle peut. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est quelquefois, quand on va dans des endroits différents, on n'a pas du tout les mêmes sons, on n'a pas du tout les mêmes cris, et on s'aperçoit aussi qu'il y a des mésanges qui ont comme la voix fêlée. Quelquefois, il y a des tessitures très étranges, des voix complètement à part, des ultra aigus ou des voix cassées, et ce qui se passait tout à l'heure d'ailleurs. Et là, notamment, elle a changé son son depuis tout à l'heure, hein, c'est pas du tout le même. C'est pas ce qu'on faisait tout à l'heure, elle a rajouté des strophes, elle a rajouté 2 notes à la fin. Et 2 tempos, ça fait titu, 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 titu. Et ça, on l'entendait pas depuis tout à l'heure. Chouka. Chouka et mésange. Ah, cri d'alarme. Ouais, cri d'alarme. Et le cri très aigu d'alarme par rapport au chouka. Hein. Par rapport au chouka. Alors nous aussi, on est obligé de nous adapter parce que là, par exemple, elle a complètement changé de cri et nous, on a complètement changé de technique pour lui dire ça va très bien. Voilà, on reprend l'autre technique pour avoir un côté rassurant. À 3, t'as vu à 3 maintenant. Il y a 3 techniques. Elle a rechangé de cri. Ça, c'est un vrai truc de chanteur d'oiseaux, enfin en tout cas d'imitateur d'oiseaux. C'est d'entendre le son de plus en plus fort et d'être habité de plus en plus en fait. Comme si il y avait quelque chose de mystique, comme un totem. Enfin, je sais pas, chez les Indiens, je crois que ça se passe comme ça. Mais il y a une incarnation. Et plus l'oiseau est là, et plus on a envie d'être avec lui. En fait, c'est une communication, Enfin, ouais. J'ai l'impression que... Tu parles de la seconde magique où, en fait, d'un ça. seul coup, on est tellement dans le son de l'oiseau, dans sa réponse et dans sa recherche. On joue avec son chant, on joue avec ce qu'il raconte, ce qu'il veut dire, ce qu'il recherche. Et ce moment magique où la communication est parfaite, là, on n'est plus humain. Non, c'est une incarnation complète en fait. Cette dématérialisation de son corps où en fait d'un seul coup on n'est plus que son. Il n'y a que le son qui dirige tout. Elle a rechangé de cri. Elle revient à l'autre. Alors là on s'aperçoit aussi quand je parle qu'il y a une complication pour écrire le chant d'oiseau. On a envie de dire qu'elle fait tititu, tititu, ou pipipu, pipipu, tititu, tititu. J'ai envie de l'écrire comme ça, mais chacun entend ce qu'il a envie d'entendre. C'est très compliqué d'écrire un chant d'oiseau. Il n'y a pas de notes, c'est pas dans une gamme totalement. C'est Olivier Messiaen qui écrivait aussi ces fameux chants d'oiseaux en onomatopée et qui après reproduisait ces chants en piano ou par un autre instrument dans l'écriture. À Paris, à la Cité de la Musique, les chanteurs ont rendez-vous avec l'Amérique du Sud. Dans la salle 18e du musée, Jean et Johnny vont retrouver le musicien argentin Esteban Valdivia.
La rencontre promet d'être étonnante. Esteban fait de la musique avec des plumes de condor, le plus grand oiseau des Andes. Musicien hors norme, Esteban Valdivia est un magicien. Il est habité. Initié par les chamans amérindiens, il revient aux vraies sources de la musique. Il nous met en connexion avec les sonorités ancestrales. C'est le flûtiste Pierre Hamon, ami et complice des chanteurs, qui est à l'origine de cette rencontre rare entre les sonorités des deux continents. Il faut laisser l'énergie, il faut aller à l'instinct. Depuis plus de 7 ans, Esteban travaille sur les instruments sacrés de l'Amérique préhispanique. Et il a une autre surprise, les vases siffleurs. On a découvert très récemment que ces terres cuites précolombiennes, qui ont près de 2000 ans, ne sont pas de simples vases, mais sont de véritables instruments de musique qui reproduisent le chant des oiseaux. Et celui qui fait le rossignol, c'est lequel? Il y en a un qui trille. Quand tu souffles dedans. Le chant des oiseaux s'affranchit des langues. Il abolit les frontières. Entre Esteban, Pierre et les chanteurs, la communication est immédiate. Tu peux saccader? Mais ces vases siffleurs, comment ça marche? Il y a de l'eau qui passe par ce petit tube. Et il y a un petit sifflet dans la tête des personnages. Il est très sensible à la variation qu'exerce l'eau sur l'air à l'intérieur du vase. Là, on voit le récipient à eau, et c'est en faisant circuler l'eau de cette manière qu'on produit le son. Sous nos yeux, un nouveau quatuor s'improvise. Au fil des rencontres avec des musiciens venus d'horizons très différents, les chanteurs sans cesse inventent leur métier. Nul doute que très bientôt, on entendra le courlis cendré ou le rossignol du Hourdel sur les scènes de Buenos Aires ou de l'Amérique du Sud, et que nos chanteurs reviendront en baie de Somme avec des sonorités nouvelles qui nous feront à nouveau voyager.